Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur GLK News. Si vous nous suivez pour la première fois, merci de vous abonner et d'activer la cloche des notifications car vous avez fait un bon choix. Les élections en République démocratique du Congo, allons-nous vers un naufrage ou vers un envolé? Cette question était au centre d'une conférence de presse organisée par les RAREC à la paroisse Notre-Dame de Fatima. Suivons. Voilà, merci beaucoup. Nous allons évoluer. Voici le format dans lequel nous allons dérouler cette émission. Je préparais... Beaucoup, madame, pour cette question que je ne qualifierai pas de question embarrassante. Mais puisque vous posez une question importante, très importante dans notre pays en ce moment, je vais, avec votre indulgence, prendre un temps important pour donner les contours de cette question et de cette préoccupation. Serais-je un prophète de valeur? Sommes-nous autour de cette table des prophètes de valeur? La réponse immédiate est simple. Je ne suis pas un prophète de valeur, nous ne sommes pas des prophètes de valeur. La mission d'un prophète est d'annoncer ce qui est bon, d'annoncer ce qui peut être moins bon, de dénoncer ce qui est mal, afin que le roi, parce que le prophète reste d'abord et surtout au roi, qui a la charge de veiller sur la cité, afin que le roi fasse ce qui est bon. Je suis conscient que cette réponse lapidaire que je viens de donner présentement ne puise pas le temps que vous m'accordez et que je vais utiliser à bon escient. Moi particulièrement, je suis un professeur d'université et vous avez, comme nous le constatons, nous sommes tous autour de ce panel des professeurs d'université. Et madame l'épouse, je ne veux pas la nommer, n'est pas professeure d'université, mais toute mère est la première éducatrice. Et comme l'on dit, former une femme, éduquer une femme, c'est éduquer une société. J'ai aussi le privilège de pratiquer un métier. Je suis avocat, praticien du droit, et donc par nécessité, la pratique de ces deux métiers d'enseignant et d'avocat font de moi au quotidien un observateur privilégié de la réalité politique et socio-économique de notre pays. En tant qu'intellectuel congolais, je me sens profondément interpellé par les conditions de vie infra-humaines. Et je pèse bien ce mot. Les conditions de vie infra-humaines dans lesquelles notre peuple patauge et végète littéralement depuis le 1er juillet 1960. Suite au refus de continuer à demeurer dans le lot de nos compatriotes qui se contentent de n'être que des spectateurs dociles et inconscients, sinon des complices actifs de la misère que les politiciens de tous bords et de toutes catégories
continue d'infliger à notre peuple depuis 63 ans, mon épouse et moi-même avions résolu de créer le rassemblement des acteurs de la Renaissance du Congo avec Asbel cible pour servir de vivier au sein duquel nous devons forger la conscience de notre peuple pour l'amener à comprendre que toute nation a le gouvernement qu'elle mérite. Cette expression n'est pas mienne, elle me provient d'un fameux juriste français qui répond au nom de Joseph Goebbels. Dans exactement 5 jours à compter de la date d'aujourd'hui, nous allons nous rendre devant les urnes en tant qu'électeurs munis d'une seule arme létale. Une arme létale que la loi autorise chacun de nous d'utiliser pour abattre et mettre définitivement hors d'état de nuire chaque politicien qui a contribué à faire le lit de la misère et de la souffrance de notre peuple tout au long des 63 dernières années. Si chacun de nous utilise son bulletin de vote à bon escient et de manière efficiente, nous aurons ainsi posé les jalons de l'émancipation radicale et de l'affranchissement total, irrévocable et irréversible de notre peuple du joug de l'oppression à laquelle nous sommes subjugués par les politiciens qui nous gouvernent depuis la fin de la colonisation formelle de notre pays le 30 juin 1960. Le thème de la présente conférence est très clair. Unité nationale menacée ou naufrage annoncé. Examinons tour à tour le contenu que j'imprime à ce niveau. A. Quels sont les dangers qui menacent l'indépendance de notre pays, son intégrité territoriale et notre cohésion nationale? La fuite du dictateur Mobutu le 16 mai 1997 était censée avoir sonné le glas de l'oppression de notre peuple par des politiciens cupides, véreux et sans foi ni loi, qui étaient totalement assujettis à exécuter servilement la volonté unilatérale de Mobutu pour lui permettre d'assouvir la soif d'argent et de pouvoir qui était le seul leitmotiv de sa pérennisation au pouvoir. Il convient de noter que la deuxième guerre civile qui fut enclenchée le 2 août 1998 et qui se poursuit encore effectivement à ce jour avec virulence dans la partie orientale de notre pays démontre à suffisance que l'unité nationale de notre pays continue d'être effectivement menacée. Dans son préambule, la Constitution de la Troisième République, qui fut adoptée par référendum le 18 février 2006, déclare ceci. Nous, peuple congolais, animés par notre volonté commune
de bâtir au cœur de l'Afrique un État de droit et une nation puissante et prospère, fondée sur une véritable démocratie politique, économique, sociale et culturelle, considérant que l'injustice, avec ses corollaires, l'impunité, le népotisme, le régionalisme, le tribalisme, le clanisme et le clientélisme, par leurs multiples vicissitudes, sont à l'origine de l'inversion générale des valeurs et de la ruine du pays. Affirmons notre détermination à sauvegarder et à consolider l'indépendance et l'unité nationale dans le respect de nos diversités et de nos particularités positives. L'article 5 de cette Constitution proclame que la souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qu'il exerce directement par voie de référendum ou d'élection et indirectement par ses représentants. L'architecture institutionnelle établie par cette Constitution a doté notre pays d'un régime politique de type parlementaire, qui comprend les institutions gouvernementales suivantes. 1. Le président de la République, dont les attributions sont spécifiées très clairement au terme de 20 articles, c'est-à-dire les articles 69 à 89 de la Constitution. Le Parlement dispose des attributions détaillées dans 48 articles, notamment les articles 100 à 148 de la Constitution. Le gouvernement, qui est une institution spécifiquement mentionnée par la Constitution, est doté de compétences propres qui sont stipulées au terme de 5 articles allant de l'article 90 à l'article 95 de la Constitution. Enfin, le quatrième, c'est les cours et tribunaux qui ont le monopole de dire le mot. Leurs missions sont détaillées à travers 20 articles allant de l'article 149 à l'article 169 de la Constitution. De 2006 à ce jour, le fonctionnement de notre pays se fait cependant sous la forme dictatoriale. Je répète, sous la forme dictatoriale, en violation flagrante, constante et permanente de l'équilibre théorique des pouvoirs tel qu'il est établi au terme des articles pertinents de la Constitution. Nul n'ignore qu'en dépit des apparences, tous les pouvoirs institutionnels établis par la Constitution de 2006 étaient concentrés entre les mains dictatoriales du président de l'époque, durant tout son règne. Cette concentration dictatoriale du pouvoir entre les mains de l'ancien président permit à ce dernier de supprimer aisément le système électoral à 2 tours de scrutin, afin de donner à notre peuple un sentiment fictif de souveraineté à travers des élections de façade, dont tous les élus sont prédéterminés par des choix effectués de manière totalement discrétionnaire et occulte par des chefs de parti qui sont effectivement à la solde des dictateurs qui se trouvent au sommet de l'État. À l'approche de la fin de son mandat, qui devait se terminer en septembre 2016, les agents de l'ancien chef de l'État s'ingénièrent à produire un parlement
dont la loyauté devait demeurer acquise à cet ancien chef de l'État au-delà de la durée de son mandat présidentiel. C'est ainsi que le Parlement, issu des élections réputées frauduleuses du 30 décembre 2018, engendra un Parlement comprenant majoritairement des membres du FCC qui força le président actuel à former un gouvernement de coalition dont la composition était dictée par l'ancien président. De manière astucieuse et agissant du point de vue du juriste que je suis, en parfaite violation de toutes les normes classiques en matière de gestion des finances publiques. Le président actuel parvint à s'emparer de tous les leviers, tous, l'ordonnancement des dépenses et des sorties des fonds du Trésor. Connaissant la vénalité légendaire de nos politiciens. Et ceux d'entre nous qui seront plus agressables de cette vénalité, a commencé depuis l'époque de la table ronde. Elle s'est poursuivie à travers le conclave de Lovanium, elle s'est élargie et institutionnalisée durant tout le règne du dictateur Robert. Le nouveau président de la République acheta littéralement la majorité des députés dont l'allégeance était entièrement acquise à l'ancien président. C'est ainsi que naquit une nouvelle coalition gouvernementale dénommée l'Union sacrée de la Nation, qui entraîna en janvier 2021 l'effondrement de la coalition CACH-FCC, à la faveur de laquelle le président actuel avait conquis le fauteuil présidentiel. Voyons maintenant quelle est la menace. Qu'est-ce que j'entends par cette menace de naufrage, qui guette notre nation face aux enjeux du scrutin, aux enjeux électoraux du scrutin du 20 décembre 2020. Pour les besoins de notre propos, je retiens ici cette définition que les dictionnaires de la langue française donnent, parmi tant d'autres, pour le mot naufrage. Il s'agit d'un désastre, un effondrement d'un système de vie. L'Afrique tout entière, ainsi que le monde, regarde notre pays avec pitié et avec une commisération empreinte de mépris à la régression dans laquelle tous les politiciens qui ont dirigé notre pays depuis le 1er juillet 1960 jusqu'à ce jour n'ont cessé de plonger notre pays. À 15 jours de la date du 20 décembre 2022. Des nuages annonciateurs d'une tornade qui pourra secouer violemment notre pays et y causer des dommages innommables, ne cessent de s'amonceler dans la stratosphère congolaise. Lorsque nous observons de manière non partisane le déroulement de la campagne électorale qui entre maintenant dans sa 3e semaine. Nous ne pouvons nous empêcher de relever les faits suivants qui sont bien et clairement palpables. 1. L'argent absolument mal acquis au détriment absolu de notre peuple et de penser de manière ostentatoire
pour jeter en pâture des masses paupérisées de nos compatriotes dans les rues, afin qu'ils chantent les louanges des politiciens qui abreuvent ces masses de promesses chimériques et factices que nul parmi eux ne pourra jamais concrétiser. 2. Des ententes conduites secrètement entre candidats présidentiels pour se désister au profit de tel ou de tel autre concurrent, moyennant des assurances de jouir d'un poste juteux dans leur gouvernement, démontrent clairement à quel point la souveraineté du peuple est totalement bafouée par les politiciens dont la seule aspiration est de servir leurs intérêts personnels au lieu de servir le peuple. 3. La polarisation tribale est activement exploitée par les politiciens afin de faire le lit des débordements communautaires, quelle que soit la tribu du candidat présidentiel que la CENI et la Cour constitutionnelle proclameront comme étant le vainqueur du scrutin. Il suffit de penser à ce qui s'est passé à Malem-Koulou, à ce qui risque de se passer à Kasumbalesa, à ce qui se passe dans le Kwango et le Kenge, à ce qui se passe dans le Maï-Dombe, et à ce qui s'est passé l'élection passée, notamment au Kasaï, avec le phénomène dit de Kamwenasa. Enfin, 4. Le scrutin à un seul tour porte en lui-même les germes qui amplifieront l'absence de légitimité du vainqueur du scrutin du 20 décembre 2023, parce qu'il est mathématiquement impossible que le dit vainqueur puisse en émerger avec une majorité confortable qui constituerait le gage d'une forte acceptation populaire de sa victoire. Face à tous les risques épinglés ci-dessus, notre devoir patriotique nous pousse à offrir les recommandations ci-après à notre 1. Déclarons qu'à la lumière des contraintes qui prévalent effectivement à l'heure actuelle, à 2 semaines de l'élection, à travers l'ensemble de notre territoire national, va ternir les élections qui sont projetées à la date du 20 décembre 2023 et constitue d'ores et déjà une gageure qui risque de plonger notre pays dans un gouffre dont nous aurons beaucoup de peine à nous extraire. 2. Émancipons-nous du joug auquel les politiciens nous ont subjugués depuis 1960 en exigeant la convocation d'une assemblée constituante qui permettra à notre peuple de redéfinir les bases fondamentales de notre vie commune à travers l'adoption d'une nouvelle constitution. 3. Exhortons tous nos leaders sociopolitiques et religieux à assumer courageusement leurs responsabilités pour trouver un consensus, pour générer un consensus basé sur l'intérêt supérieur de notre peuple plutôt que sur la poursuite des intérêts individuels de
de tous ceux qui n'ont plus aucune légitimité pour continuer à utiliser des astuces politiques et des artifices juridiques susceptibles de leur permettre de s'approcher au pouvoir en accroissant la misère et la souffrance de notre pays. Enfin, gardons constamment et vivement dans notre esprit que si nous refusons d'agir en tant que peuple pour décompter l'imbroglio dans lequel notre pays s'achemine à vive allure, d'ici le 20 décembre 2023, notre pays n'échappera pas au sort que d'autres pays sur notre continent ont expérimenté avant nous, à savoir notamment le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Gabon, la Guinée, la Libye, le Mali, le Tchad, la Tunisie et enfin le Zimbabwe. L'heure est éminemment grave. Agissons donc en patriotes, tant qu'il est encore temps de le faire. Nous mériterons ainsi l'appréciation et la gratitude éternelle de notre postérité. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher professeur. Merci beaucoup, très cher professeur, pour ces messages impérieux, l'éveil des consciences. Vous invitez la population à opérer des choix judicieux, la centrale électorale, faire bien son travail pour que ce processus puisse aboutir à bon port. Donc, c'était vraiment important. Maintenant, nous allons inviter le professeur Kabamba. Professeur Kabamba, bonsoir une fois de plus. Qu'est-ce qu'il faut faire normalement pour que notre pays, la République démocratique du Congo, puisse être un Eldorado africain? Notre pays est riche, mais apparemment la population les sent pas cette richesse. Nous vivons dans la pauvreté. Les Congolais ne mangent pas à la faim. Le panier de la ménagère. Aujourd'hui, on ne peut même pas parler d'auto d'échange et consorts. Qu'est-ce qu'il faut faire nécessairement pour que la RDC soit un Eldorado africain? Merci beaucoup, madame. Je crois que le souhait d'un Eldorado africain est un bon souhait pour nous tous. Personne n'a le souhait de voir le pays où il habite, la terre de ses ancêtres, connaître de mauvaises situations. Dans l'histoire de l'humanité, les peuples ont toujours désiré leur prospérité. Avant d'aller rapidement dans le vif du sujet, j'aimerais personnellement être dans le réalisme par rapport au sujet de cette émission que vous avez annoncée. L'unité menacée, naufrage annoncé. Moi j'aimerais dire, soyons réalistes, posons nos deux pieds sur terre, analysons après une réflexion claire, objective, le contexte de notre parcours en tant que nation de la constitution de ce vaste territoire en État indépendant du Congo. Regardons d'où nous sommes venus. Vous verrez que c'est une histoire faite de moments inexplicables de douleur, de peine, que nombreux ont tenté d'expliquer. Je me dis, nous sommes une génération
qui peut-être parmi certains d'entre nous, qui sont autour de cette table, est une génération de transition. Mais il y en a aussi qui vont hériter ou qui n'ont connu que cette situation depuis 1960 avec une volonté exprimée d'aller vers là. L'unité, oui, ce territoire doit être uni. Moi, on ne peut pas me demander un autre point de vue si c'est lui de dire nous tiendrons debout en tant que peuple pour que ce territoire de la RDC que nous avons hérité de nos ancêtres qui ont connu la colonisation, l'exploitation et qui nous l'ont laissé unis. Mon souhait, mon désir le plus ardent, c'est de considérer qu'on ne peut pas fléchir et dire que l'unité doit être menacée. Et là, il y a des ingrédients. Ça va passer par quel schéma? Oui, il y a des ingrédients pour maintenir l'unité. Je pourrais rapidement les donner. Et quand nous maintenons cette unité, ça sous-entend que nous prenons en main la responsabilité en tant que peuple pour qu'il n'y ait plus jamais des tourments, des temps difficiles, des naufrages qui pourraient tenir ce peuple en dehors de ce qui doit être fait pour lui. Les ingrédients, il y en a. Il y en a. Moi, je ne peux pas être de ceux qui pensent que nous allons fléchir les mains parce que nous avons parmi nous des gens qui se sont levés pour faire de la politique et croire qu'ils ont la décision de vie ou de mort sur nous. C'est pourquoi moi je pense que l'unité est à forger. Aucun territoire au monde, par expérience, analyse en tant que géographe, ne peut prétendre en tant qu'État penser que le territoire va rester sans qu'il y ait un effort de cohésion de tous, va demeurer uni. On a vu des États se dissoudre. Le plus grand empire, l'Union soviétique, s'est disloqué. Parce qu'ils n'ont pas fait attention à certaines choses. La Yougoslavie. Il y a même un moment où on a pensé, dans les années 90, on a pensé, pour ceux qui étaient à l'étranger, que l'expérience décevante de l'ex-Yougoslavie était bien préparée pour subvenir en RDC. Mais Dieu merci, cette ferment d'unité est restée là, même menacée. Il faut analyser les causes des menaces contre l'unité. Elles ne sont pas, à mon avis, à mettre d'emblée, d'un trait, sur le dos d'une petite minorité, soit-elle influente, de notre population, que constitue l'élite politique. L'élite intellectuelle. Bon, faudrait-il savoir si l'élite religieuse, les forces traditionnelles ont leur responsabilité dans la situation qui nous inquiète. Il faut donc revenir au sens de ce qui doit nécessairement nous unir. Ce qui doit nous unir, à mon avis, c'est ce territoire sur lequel nous sommes et qui forme notre ciment. On ne peut pas être appelé Congolais si on n'a pas ce territoire tel qu'il est. Sinon, on dirait il est originaire du Kasaï, il est originaire du Kivu, il est originaire du Congo central. On dira que ce sont les originaires. Mais quand on dit Congolais, c'est ce territoire de 2 345 410 km². Il doit, à mon avis, demeurer uni, quel que soit le contexte politique des élections,
ou des tourments liés à des contextes de pillage ou de prédation. Quand ce territoire est uni, nous pouvons alors, en gardant l'unité du cœur du peuple, avancer. Nous sommes dans un pays où il n'y a plus ce qu'on a pris l'habitude d'appeler crier sur celui qui a mal agi. Si vous parlez en Chiluba, on dirait, c'est ma langue, quand quelqu'un a mal agi. On appelle ça la clameur. Moralement, la déchéance morale nous concerne tous. Quelqu'un peut mal agir, qu'il soit de la famille, qu'il soit de l'Église, parce qu'on est proche de lui, le mal est toléré. Nous avons autour de cette table de philosophes, je crois qu'ils reviendront sur cette question de déchéance morale. Et moi je dis, en tant que chrétien, tant qu'on sera dans la posture de dire quelqu'un a mal agi, nous tolérons. Tolérer le mal, c'est être complice. Quand on sera dans la posture, à tous les niveaux de responsabilité aussi, je sais de quoi je parle parce que je sais que nous sommes dans les universités, nous savons ce que c'est devenu un creuset du mal et de l'immoralité. Mais là, c'est l'élite. Tant que nous continuerons à tolérer des situations d'immoralité telles que nous les vivons, je pense que ce qui doit faire le ciment de cohésion du peuple risque de manquer. J'ai la conviction, comme le dit et le déclare la Bible, Job l'a demandé, il l'a obtenu, qu'il y a encore dans ce pays des personnes capables de lutter pour le maintien de son unité, capables de lutter pour que la cohésion demeure. J'aimerais terminer, parce que nous sommes dans le contexte où on va vers les élections, pour rassurer et dire, par ma propre expérience personnelle, qu'il y a souvent, en période préélectorale, ce n'est pas spécifique dans ce pays, des courants qui tentent de secouer pour briser la cohésion nationale et amener à des situations de discorde. Mais nous savons, grâce à Dieu, que nous avons toujours, après, trouvé le moyen d'avancer. J'aimerais à ce niveau relativiser, sur mon point de vue, en réponse à votre question, les différents risques qu'on peut envisager et dire qu'on ne peut pas, dans un contexte comme celui-ci, penser que ce pays n'est habité que par des citoyens qui veulent son malheur. Il y en a. Et ils sont de plus en plus nombreux qui ont pris conscience du rôle que nous devons jouer pour que ce pays demeure uni. Parce que c'est cette terre qui nous unit. Pour que ce pays puisse, par le travail et l'effort de protection de son territoire, garder la cohésion. Pour que tous, nous puissions tendre vers la prospérité. Parce qu'après tant d'années d'esclavage, après tant d'années de colonisation, il y a de plus en plus de personnes qui ont le souvenir vague et heureux de la période coloniale et qui pensent que ce pays était mieux sous la colonisation que maintenant.
que les périodes les précédentes valent mieux que celles que nous vivons aujourd'hui, moi j'ai dit, la constance du système du libéralisme à bon port, il faut que la communauté internationale, la soi-disant, j'ai connu une période où on commençait à dire la soi-disant communauté internationale, où nos voisins, c'est eux qui doivent venir nous imposer d'avoir un processus électoral. C'est cet aspect-là qu'il faut à tout prix dire. Nous devons apprendre à dire qu'est-ce qui est bon pour nous. Et travailler pour que ce qui est bon pour nous puisse nous aider à avancer. Moi, je ne crois pas que c'est parce que j'ai une bonne expérience dans l'étude des élections. Et je sais de quoi je parle. Je ne crois pas que c'est une communauté internationale qui peut faire qu'un processus électoral puisse être paisible. Sinon, on aurait connu, depuis 2006, des processus électoraux qui réussissent, notamment celui de 2006, qui a été entièrement pris en charge par la communauté internationale. C'est ce qui s'est passé par la suite. Donc, il ne faut pas penser que c'est de l'extérieur, c'est du point de vue de l'extérieur, c'est de l'assistance de l'extérieur que le bien sera fait. Il faut se dire, chacun, en ce qui le concerne à ce niveau, a sa part de responsabilité dans ce pays pour faire, nous désirons un Eldorado. Mais cet Eldorado que nous faisons, on dit africain, ça veut dire qu'il faut que ceux qui veulent venir en Afrique reviennent. Mais moi j'ai dit, ils y ont déjà été, ils nous ont amené tant de malheurs. Il faut maintenant que quand ils viennent en tant que touristes, ils viennent pour habiter, qu'ils trouvent que nous-mêmes nous avons forgé un territoire, une nation digne de les recevoir. Sinon ils apporteront encore esclavage, colonisation. Ils sont venus Eldorado comme esclavage, colonisation. Mais l'Eldorado dont nous parlons, c'est ce pays de cocagne, cette terre promise, que nous voulons pour nous-mêmes. C'est mon point de vue. Unité menacée. La guerre à l'est de la RDC a amené à une situation où il n'y a pas eu d'enrôlement dans deux territoires. Il y a eu de l'enrôlement. Et l'a conduit à une situation où on n'a pas enregistré des candidatures dans ces deux territoires. Il n'y a pas eu enregistrement de candidatures dans ces deux territoires. Ailleurs, on peut faire les élections. C'est le rôle de l'armée nationale de défendre les territoires pour bouter hors du pays ceux qui sèment la désolation, le désordre dans ces deux territoires que sont Massissi et Lucho. Peut-être une partie des drapeaux. En termes d'élection, c'est ça la réponse que je pourrais toujours. Voilà, merci beaucoup, professeur. L'unité et la maintenir doit pouvoir aller le plus efficacement possible vers le développement économique. Dans la doctrine sociale de l'Église, j'ai lu quelque part, le pape disait le développement est l'autre nom de la paix. Effectivement, elle a raison. Si vous êtes fort dans un pays, vous avez les éléments nécessaires pour pouvoir garantir et la paix et l'unité. Cela veut dire qu'en fait, tout pays qui veut être le plus respectable possible doit pouvoir faire des choix pertinents dans ses priorités. Et je pense que pour les élections, vous m'avez posé la question, j'ai toujours pensé que le choix que nous avons fait d'organiser toujours des élections au suffrage universel direct est un très mauvais choix. Ça retarde notre entrée dans le développement socio-économique. Pour deux raisons.
La première raison, c'est que toutes les élections que nous faisons depuis 2006 coûtent très cher et donc préjudicient des actions qu'il faudrait mener en faveur du développement socio-économique. Tenez, mes chers amis, en 2006, nous avons dépensé près de 480 millions de dollars. En 2011, 712 millions de dollars. En 2018, déjà, les prévisions étaient à 1,3 milliard de dollars. On n'a pas fait toutes les élections locales, etc., communales. Et pour le moment, en 2023, les prévisions sont déjà à 1,8 milliard. Ça peut être moins, mais c'est plus d'1 milliard de dollars. Et en 2028, ce sera à peu près 2 milliards de dollars que ça va nous coûter. Sincèrement, si nous sommes rationnels, nous ne pouvons pas nous permettre toujours de dépenser autant d'argent pour des élections dont les résultats seront contestés, dont les résultats ne sont pas toujours, depuis 2006, ne sont pas toujours fiables. Nous devons être rationnels et même moraux, c'est-à-dire un sens éthique assez élevé, parce que quand nous dépensons beaucoup d'argent, entre-temps, les gens n'ont pas de route, n'ont pas d'électricité, n'ont pas d'eau quelque part. Donc, nos choix déterminent le degré soit de notre sous-développement, soit carrément de notre avancée vers la force qui est attendue de nous. La force militaire, la force agricole, toute la force. Mais si nous nous permettons toujours de dépenser de l'argent dans des élections au suffrage universel, direct, tel que nous voyons pour le moment, je vous assure, nous nous affaiblissons. Ceux qui aiment bien la démocratie diront, aiment dire, bon voilà, l'argent c'est rien, mieux vaut choisir toujours. Oui, je veux bien qu'on choisisse, mais les gens intelligents choisissent de choisir les chemins le plus court possible et le moins coûteux possible. Mais nous, je crois que c'est très grave cette option que nous avons prise. Madame, dans plusieurs de mes ouvrages, j'ai fait la philosophie politique et les sciences politiques. Dans plusieurs de mes ouvrages, j'ai préconisé ce que j'appelle un système indirect ascendant concentrique, c'est-à-dire les élections commenceraient au village. On choisit le conseil du village et la présidence du village, et les élus iront maintenant au groupement ou au secteur. Eux élisent les conseillers du secteur, les présidents du secteur, peu importe le nom que vous donnerez, et cela passera au territoire pour élire le président du territoire et le conseil du territoire. Et les élus passeront après, les élus à ce niveau-là passeront après au niveau de la province pour élire les députés provinciaux et le gouverneur de province. Ainsi de suite. Rappelez-vous, parce que le professeur Ampoy, j'étais content lorsqu'il annonçait tout à l'heure là une assemblée constituante qui devra absolument se faire dans notre pays. En 1964, 1er août 1964, on a promulgué la constitution de Luluabourg. La constitution de Luluabourg, Kananga actuelle, prévoyait que l'élection du président de la République devait se faire par le Parlement, c'est-à-dire les sénateurs et les
les députés, mais également les députés provinciaux qui pourraient voter à partir de leur propre siège, de leur propre bureau de travail. C'est cela qui était prévu. Et c'était intelligent. Les Liaou, les Léo et tout ce qui était là, c'était plus intelligent que ce que nous faisions pour le moment. Et ça ne pouvait pas coûter plus de $200. J'ai toujours fait rire les étudiants quand je fais des conférences. Je dis, nos élections, si nous sommes conscients que la priorité est plutôt le développement socio-économique, nos élections ne peuvent même pas coûter $20. Même pas pour l'élection présidentielle. Parce qu'on va au palais du peuple, on distribue du papier, une rame c'est $10, moins de $10. On découpe une rame, on donne à chacun, bon, vous votez pour qui? Et dans les assemblées provinciales, on fait la même chose. Ça ne peut pas coûter plus de $20. Mais nous ne comprenons toujours pas que plus nous dépensons inutilement, je vous dis inutilement dans des histoires comme ça, nous nous enfonçons, nous reculons, les autres avancent. La démocratie, c'est un piège que nous tend. Bon, je vous l'ai dit, j'aime bien la démocratie, j'ai beaucoup écrit sur la démocratie, mais il y a des pièges. Regardez, dans quel pays on a 1000 partis politiques? Actuellement, c'est 910, mais il semble qu'il y en a d'autres qui sont déjà nés. C'est tout à fait fou. C'est impossible de pouvoir continuer avec une démocratie libérale comme celle que nous pratiquons ici. Donc, au total, madame, je préconise toujours ces modes d'élection que j'appelle ascendant, système indirect, ascendant concentrique, c'est-à-dire montant. Et un élément que j'ai toujours ajouté, c'est que nous devrions pouvoir peut-être même faire une rotation dans l'élection du président de la République. J'ai préconisé ça depuis longtemps avec un ami qui est mort, un collègue, professeur Tchamaleng Antoumba, mon maître. Nous nous sommes dit, mais le pays peut être virtuellement divisé en 4 et chaque parti, pendant 5 ans, c'est cette partie du pays qui donnerait le président, ou même 10 ans. Et cette partie, j'appelle ça zone de présidence. Cette zone de présidence présente, élit un candidat qui sera, peut-être 2-3 candidats qui seront élus finalement. L'un d'eux sera élu par le Parlement. Mais c'est la zone, par exemple, maintenant, c'est la zone ouest, après l'échéance après le mandat, c'est la zone est et puis ouest, etc. Lorsqu'on fait une élection comme ça, il y aura non seulement le renforcement de l'unité, mais également le renforcement de la paix et aussi le coût le plus bas possible dans l'élection de nos dirigeants. Si nous faisons ça, mes chers amis, je crois que nous pourrons aller vite. Parce que nous devons courir, nous devons aller vite vers le développement. Les autres avancent. Mais nous, on se contente d'aller voir les histoires qui sont là, beaucoup d'argent qui sont dépensés pour la propagande. J'ai vu tout le long du boulevard ici des affiches, des photos, etc. C'est bien. Mais je crois qu'il y a moyen d'imaginer des méthodes beaucoup plus rationnelles. Comme on fait en Angola. L'Angola ici, c'est simplement le parti qui gagne qui va pouvoir donner le président. En Sud-Afrique, c'est la même chose. Et par-ci, par-là aussi, la même chose. Notez que même aux États-Unis, ce sont les grands électeurs qui élisent le président de la République. Donc, nous, et encore, cette élection, comme disait le professeur tout à l'heure, a un seul tour de scrutin. Mais c'est une escroquerie. Vraiment,
Non, c'est pas... Nous devons penser, nous devons arriver à avoir le courage de repenser nos lois, nos systèmes. Nous devons absolument. Quel est le moment non suspecto? Quel est le temps le plus favorable? Mais je pense que maintenant, juste après les élections, les intellectuels doivent se réunir, parce que les politiciens, eux, ils ont une autre rationalité, mais les intellectuels doivent faire des propositions pour que, effectivement, ce pays puisse aller le plus rapidement possible comme les autres pays. Le Kenya avance, la Tanzanie avance, tous les autres pays avancent. Mais nous n'avançons pas suffisamment. Et c'est grave. Voilà personnellement comment je vois, madame, les élections, comment on peut les faire. Une élection du président de la République par simplement un certain nombre d'électeurs. Et ça sera tout aussi pertinent que partout ailleurs, même si celui-là n'a été élu que par le Parlement ou par le Congrès. Il est légitime. Il prend toutes les décisions nécessaires pour pouvoir assurer le bien-être de son pays. Donc, on ne peut pas nous dire que parce qu'on a été élu au suffrage universel direct, donc on est plus légitime. Ça, c'est des arguties juridiques qui ne convainquent que ceux-là qui sont accrochés à ce que les maîtres coloniaux nous ont dit. Parlementarisme d'un côté, présidentialisme de l'autre, tout ça. Ça, c'est des choses qu'on peut rejeter ou qu'on peut créer notre propre système. Voilà, madame, ce que j'avais à dire. Je parle de virage sur le plan politique et je peux regarder les années 60. L'année 60, même l'année de l'indépendance, ça a été le premier virage que nous avons négocié. Et ce virage avait fait l'objet de questionnements à gauche comme à droite. Les uns disaient, nous voulons l'indépendance immédiatement, une indépendance immédiate. Les autres disons, prenons quand même le temps de nous préparer, car c'est une chose sérieuse que devenir indépendant et se prendre en main. C'est un virage qu'il fallait prendre. Comment l'avions-nous négocié? Voilà une question qui nous amène toujours, quand on parle d'anticipation, il y a trois moments importants. Il y a le passé, il y a le présent et il y a l'avenir. L'avenir ne s'invente pas. Alors, la façon dont nous avons négocié le passé d'indépendance, il y a à boire, à manger là-dedans, on sait tout ce qu'on a dit. Nous sommes quand même heureux d'être indépendants, même si aujourd'hui nous nous disons que cette indépendance est fortement menacée. Mais cette indépendance, nous l'avons eue. Mais nous étions une société, une nation multitribale, multi-ethnique, comme nous le sommes encore aujourd'hui. Si les sociétés, les ethnies restent enfermées entre elles, et en ce moment-là, la plupart des ethnies étaient enfermées entre elles, le problème se posait déjà à ce moment-là avec acuité. Vous n'avez qu'à voir les problèmes qu'il y a eu, pour prendre le cas du Kasaï, entre le Loa et les Luba. Au départ, ce sont des frères. Mais petit à petit, les uns commencent à regarder les autres par-dessus l'épaule. Ils sont tous d'accord pour l'indépendance à long terme, entrant pratiquement dans la vision de Belge Van Bissen. Plus ou moins dans cette vision-là. Il faut une préparation. Mais avec le passage de Lumumba, de Ngalula et de Diomi, je crois, à Accra, ils changent du tout au tout, tous disent l'indépendance immédiate.
ok, cette indépendance avec les événements que vous connaissez, on l'a eu. Et le Premier ministre fera, le roi Baudouin fera un discours où il relève 2 points importants. C'est d'abord les problèmes ethniques. Il dit ce sont des choses qu'il faudra prendre au sérieux et qu'il faudra contribuer à faire évoluer. La deuxième chose, c'est la richesse de ce pays. Ça attirera des convoitises. Il faudra ouvrir l'œil et le bon. Quand on relit le discours de Roi Baudouin, on s'est dit, mais c'était un visionnaire. Et viendra le discours du président Kassavoubou, de sagesse, viendra le discours de Lumumba. Le discours de Lumumba contient une, comment est-ce qu'on dit, une feuille de route magnifique, qui n'aura pas l'occasion d'accomplir, de réaliser, pour la simple raison que la première partie de son discours était un crime de lèse-majesté. Il ne faut pas faire la fine bouche. Ce n'était pas nécessaire, toute cette partie-là n'était pas absolument nécessaire ces jours-là et à cet endroit, en présence du roi. Et vous savez ça que ça nous a coûté. Ce que je retire aujourd'hui en regardant derrière, c'est que l'orgueil n'aimait pas. Dans la sphère politique, nous devons composer aussi avec l'humilité. La feuille de route de Patrice Emery Lumumba était magnifique. Il n'aura pas l'occasion de l'accomplir, de la réaliser. Pour la raison que je donne. Alors, on nous dit, attention, les richesses du pays attireront des convoitises. De l'intérieur, vous devez ouvrir l'œil et le bon. Cet incident, qu'est-ce qui va nous amener? 11 jours, je crois, après, quelques jours après l'indépendance, c'est l'État, pas l'État autonome, c'est l'indépendance du Katanga. Et dans cette indépendance du Katanga, il y a quoi? Il y a qui? Les Belges, comme on le sait aujourd'hui. Ce n'est pas un secret. Et il y a un ancien ministre qui est décédé aujourd'hui, Sampassa, le patron Mouchard. Il a écrit un livre que je considère comme un testament. Il s'interroge, se pose des questions sur ce que l'on a gagné avec l'indépendance du Katanga. Donc, nous sommes une nation multi-ethnique. Lorsque nous restons enfermés à l'intérieur de nos ethnies, l'intérêt, l'unité peut être menacée. Le naufrage peut être annoncé. Mais si ces ethnies s'ouvrent les unes à l'égard des autres, si ces ethnies communiquent, elles vont découvrir qu'elles ont des richesses qu'elles peuvent partager. Elles peuvent découvrir les sentiments d'appartenance à un même pays. Je pense que par rapport à cela, il y a des progrès qui ont été réalisés dans ce pays qu'il faut reconnaître. Les ethnies se sont ouvertes les unes à l'égard des autres et ces ethnies ont découvert des richesses. Sur le plan culturel, sur le plan humain, je ne fais pas intervenir la religion à ce niveau-ci parce que la religion chrétienne a aussi sa part qui est une part importante dans la reconnaissance mutuelle des ethnies qui constituent notre pays. Même le premier exemple que j'ai donné, qui est celui des Loulois et des Bouba, le moment venu, ils ont dit, vous, allez chez vous, vous êtes mon frère, d'accord, mais chez vous, c'est le long
des rivières Loubi, Loubilangi, etc. Ici, dans la vallée de la Loulou à Sémi. Ils sont allés chez eux. Après un temps, ils ont dit, finalement, nous sommes des frères. Nous devons nous réconcilier. En politique, une autre notion, c'est cela, la réconciliation. Les Louba et les Loulois se sont réconciliés et ils ont promis de ne jamais se battre. Quand il y a des problèmes, ils négocient, ils parlent entre eux et ils trouvent des solutions. C'est ce qui fait aujourd'hui la grandeur du Grand Kasaï. Moi, je dis même que ils ont négocié, je pense, 5 fois, c'est la 6e fois ou la 7e fois que ça réussit, en Tenda. Mais ce lieu doit devenir un lieu de mémoire. On semble l'oublier. Ça doit aussi devenir un lieu touristique. Un lieu qui doit rappeler des peuples, des frères qui se sont entretués, qui ont pris conscience de leur fraternité, de leur unité, qui ont dit plus jamais ça. La même situation, on l'a connue autrement au Katanga, avec le ministre de l'époque qu'on appelait Kifuatiyo. Il fallait nettoyer, surtout les ressortissants du Kassai, pour qu'ils ne règnent pas sur le Katanga. Ils sont partis, quelques-uns sont partis, d'autres sont restés, mais un peu en retrait, en laissant les premières places aux originaires. Mais même alors, là aussi les ethnies se sont ouvertes les unes à l'égard des autres. Même si aujourd'hui on a fait allusion à Malembankulu et à Kasumbalesa et même à Kamina ces derniers temps. Du moment que les peuples, les ethnies se reconnaissent mutuellement comme appartenant à une même nation, les agitations qui sont annoncées dans le titre global de cette rencontre sont des agitations qui sont tout à fait pensables, mais seront des agitations ponctuelles. Surtout si, dans une nation multiethnique, il y a des institutions fortes. L'armée, il y a fait allusion, nous reviendrons encore là-dessus, la police, pour garantir la paix. Dans une nation multiethnique, il est facile de manipuler les ethnies. Les leaders de ces ethnies peuvent se dire qu'il est facile de les manipuler. Mais encore une fois, si ces ethnies se sont ouvertes les unes à l'égard des autres, les manipulations ne seront pas aussi faciles qu'avant l'indépendance. Parce qu'il y a entre-temps dans notre pays une masse critique. Puisqu'il y a dans notre pays, même si ça n'a pas atteint le niveau qu'il faut, nous avons une évolution politique et une maturité politique, avec laquelle il faut compter. Avec cette maturité politique, je relativise l'inquiétude, je relativise le naufrage. Je ne pense pas que nous puissions tomber dans ce piège. Parce que de part et d'autre, il y a ce mûrissement intérieur. Il est progressif. Je voudrais donner ici un exemple. Je parle du président Mobutu. On connaît toute la situation des années 65, entre 60 et 65. Le président Mobutu vient, il est applaudi, il réussit un certain nombre de choses. Notamment le renforcement de l'ouverture des ethnies par rapport les unes aux autres, avec le système des responsables de l'administration et même des gouverneurs qui ne devaient pas diriger forcément leur province d'origine, qui devaient circuler.
ils ont été acceptés partout où ils sont passés. Certains ont très bien travaillé, ils ont contribué à ce que j'appelle l'ouverture, la communication entre les ethnies. Ça a contribué beaucoup au sentiment d'appartenance à une même nation. Si aujourd'hui on dit la balkanisation a échoué, c'est aussi à cause de ce sentiment d'appartenance à une même nation qui a évolué et qui s'est consolidée. Vers la fin du règne de Mobutu, il donne des injonctions au gouverneur pour affaiblir les Kassaïens qui briguaient le pouvoir. Il dit chassez-les. On connaît le mot biloulou avec Kyungu qui est décédé, Bou c'est Kyungu. Mais dans le Bandundu, il y a un professeur qui est décédé maintenant, Payanzo. Il est gouverneur. Et ce que je dis, je le tire de lui. Il avait reçu l'ordre de chasser les Kassaïens, de ne plus leur permettre de venir dans le Bandundu faire leur commerce. Il n'avait pas obéi. Il n'avait pas tenu tête au président Mobutu. Il a dit, il s'est dit lui-même d'abord. Il a dit certainement à d'autres collègues, à d'autres personnes. Si je dis aux Kassaïens de ne pas venir ici, dans le Bandundu, si je dis à mes frères de Bandundu de ne pas aller au Kassai, ils n'y vont pas pour s'amuser. Ils vont pour vendre leurs marchandises et acheter les marchandises du Kassai pour venir les revendre ici. Les Kassaïens viennent vendre leurs marchandises ici et acheter les marchandises d'ici pour aller les revendre là-bas. Je ferai du mal à qui? Je ferai du tort à qui? Ça, c'est pas un jeu qui réfléchit. On dira non, mais parce que son épouse était du Kassai. Non. Non. Il a été réaliste. Il s'est dit, mais après tout, je ferai du tort au mien. Puisque je ne vais pas faire du tort au mien, je laisse les gens du Kassai venir ici, ceux d'ici aller au Kassai. Il n'y a pas eu de problème pendant ce temps-là. Alors que les magistrats, les personnes qui se trouvaient à Kisangani, certains avaient été chassés. Au Katanga, n'en parlons pas. Donc, il y a une maturité politique dans les chefs des leaders politiques. Même si ce n'est pas tous, mais il y a des leaders politiques qui sont mûrs et qui sont patriotes. Il faut compter avec eux. Comme tu as parlé de Mobutu, il y a une autre qualité, une vertu en fait, que nous devons cultiver, que nous n'avons pas cultivée. J'ai déjà parlé de l'orgueil, qui a caractérisé aussi la fin du règne du président Mobutu. Il y a le sens du détachement. Il faut savoir partir quand le temps vient. On a fait allusion à la Constitution. 5 ans. C'est renouvelable une fois. 10 ans. Quand le temps vient, pourquoi ne pas partir élégamment? Pourquoi chercher à modifier astucieusement? On a fait allusion aux astuces ici. En politique, il faut être astucieux. Pourquoi ne pas partir élégamment? Il faut le sens du détachement. Ça manque à certains de nos hommes politiques. Quand le temps de partir vient, il faut partir et partir élégamment. Et ne jamais dire, après moi, le déluge. Après moi, le déluge.
C'est un philosophe. C'est lui qui dit « Après moi les déluges », vous savez ce que ça signifie? Il refuse de... Nous dire aussi que nous naissons tous bons, mais parfois c'est la société qui fait que nous avons pris telle ou telle autre direction. En ce qui me concerne personnellement, c'est depuis plus de 40 ans que je vis à l'extérieur. J'ai quitté ce pays quand j'en avais 20 ans. Et je tiens aujourd'hui à rendre hommage à mes parents parce qu'ils sont les acteurs de ce que je suis devenu aujourd'hui. Et de là où ils sont, je crois qu'ils me voient et je pense que mon père à moi et tous les parents d'ailleurs avaient comme motto l'éducation et l'éducation pour tous, filles et garçons. Et il a tout fait pour nous donner cette éducation-là. Ma mère, de la même façon, elle ne parlait pas français, mais bon, chaque fois qu'il fallait se dérober pour ne pas faire la vaisselle, il suffisait que je lui dise que bon, j'ai beaucoup de devoirs et que bon, j'avais ma paix. Mais on reste toujours attaché à son pays, en fait, son pays natal, son pays d'origine. Parce que le cordon ombilical, dans mon cas, moi, il est toujours présent. Et j'ai toujours eu beaucoup d'occasions de revenir ici. Et à chaque fois que je revenais, quand je rentrais là où j'étais pour les vacances, je me sentais un peu plus regaillardie parce que je me dis, je suis allé me ressourcer auprès des miens, auprès de mon pays. Et la relation que j'ai avec ce pays qui m'a vu naître, malgré l'éloignement, mais moi je sens toujours la proximité avec cette terre natale qui est la mienne et qui est la nôtre. Ça peut paraître contradictoire, éloignement, proximité, mais bon, c'est quelque chose de réel pour moi. Je crois aussi que le fait d'avoir vécu longtemps à l'extérieur m'a beaucoup enrichi et a fait de moi aussi la personne que je suis parce que mon pays d'adoption, les États-Unis d'Amérique, que j'aime beaucoup, m'a aussi donné, j'ai aussi contribué à ce pays-là. Tous mes enfants sont, quelques-uns sont nés là-bas, mais ils ont tous grandi là-bas et c'est un peu ça. Et je crois personnellement aussi que notre humanité est façonnée par plusieurs facteurs. Ce sont les lieux qu'on fréquente, ce sont les milieux, ce sont les pays dans lesquels on vit, les pays dans lesquels on a vécu. Et tout ça fait que ça donne à l'être humain un plus ou, à mon avis, je vais dire, une couverture qui l'enrobe dans plusieurs choses. J'ai eu aussi, pour la petite histoire, à voyager. Et à voyager beaucoup sur presque tous les continents. Et chaque fois que moi je voyageais, j'ai toujours eu à regarder, à voir, à comparer. Mais malheureusement, chaque fois je me pose toujours les questions, je dis, mais on a un si beau pays, le pays qui a le plus de richesses au monde, et comme nous sommes chez nous, ça ne se voit pas, ça n'apparaît pas, qu'est-ce qu'il y a, comment faire. Et je me dis, bon, on peut bénéficier de ce qu'on a appris pour aussi redonner aux autres. Et surtout le bon, hein, je ne viens pas, moi personnellement, bon, parce que c'est de moi qu'il s'agit, il faut amener quelque chose qui fait grandir. Il faut amener une petite lumière de cette lumière-là que nous avons reçue, de façon générale, pour que l'autre soit aussi illuminé, que l'autre soit aussi éclairé. Bon, je crois que les philosophes seront avec moi dans ce domaine-là. Je n'ai pas fait la philosophie, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et ce qui m'émerveille le plus dans les États-Unis, qui est ma seconde patrie, c'est un pays que j'aime beaucoup, c'est le sens très poussé du patriotisme et de l'amour pour le pays. Je cite le président Theodore Roosevelt qui un jour a dit « Le patriotisme signifie se tenir aux côtés du pays. Il ne signifie pas se tenir aux côtés du président ou de tout autre fonctionnaire, sauf dans la mesure où il se tient lui-même aux côtés du pays. » Les grandes valeurs, c'est le respect de soi, le respect de l'autre. Bon, il y a aussi toute une parenthèse, mais on a vu que, comme monsieur le professeur vient de dire, on évolue.
le respect des institutions, le respect des autorités, de la chose publique, de la chose commune, incarne toutes ces valeurs cardinales qui, parfois, dans mon propre pays d'origine, parfois j'ai du mal à voir ça. Je vous dis la vérité, ça me fend le cœur. Comme nous savons, et c'est ce qu'on fait ici, le patriotisme nous encourage au débat sain et objectif. Et moi, je suis persuadé que même quand les débats, et quand on est dans un débat comme celui-ci, pardonnez-moi, même quand l'autre dit que bon, je vois que cette nappe est rouge, l'autre va me dire que bon, elle est peut-être un peu bleue, et le bleu, le rouge, ça donne le violet. C'est bien, il faut toujours débattre et des idées contradictoires, mais et jaillit la lumière. Et me projetant plusieurs années en arrière, je suis dans cette ville de Kinshasa. C'est là où j'ai vécu et grandi pendant 14 ans. Et car les 6 autres années, je les ai passées, je suis né à Lubumbashi, ma terre natale, et j'ai vécu aussi un peu à Kisangani. Et comme le professeur Makolo vient de le dire, moi je me sens congolaise à part entière ici. Et si aujourd'hui je me dis que je vais aller m'installer à Bandundu, je vais aller à Bandundu et je veux me sentir chez moi au Bandundu. Oui, à la ligne. Il n'y a pas de négociation. Pour moi, personnellement, il n'y a pas de négociation. Ce qui fait que, vous m'aviez posé la question, que je me retrouve ici, en ce moment, c'est de faire ce que nous faisons. C'est vrai, c'est pour l'amour de mon pays natal, pour lequel le cordon ombilical ne s'est jamais coupé. Hein. Et c'est aussi pour redonner, comme j'avais dit, ce que j'ai reçu, si minime que ce soit. En d'autres termes, participer à la construction ou à la reconstruction de ce pays qui est le mien et que j'aime beaucoup. Mais j'ai aussi la chance d'avoir un autre pays, donc là je mange ici et puis je mange aussi là, mais c'est toujours une double ration, une double nation. Ça fait toujours... oui, c'est ça malheureusement. Mais ce que je crois personnellement et ce que RAREC fait, et moi en tant que femme dans RAREC, et monsieur le professeur Mpoya dit, quand vous avez éduqué une femme, vous avez éduqué toute une nation, tout simplement parce que la maman saura prendre soin de ses enfants, saura suivre les devoirs, ainsi de suite. Être femme, je crois que nous avons, en tant que femme, un rôle prépondérant dans la bonne marche de notre société en général. Et je voudrais aussi dire que chaque fois que je viens, ou chaque fois que je venais, en fait c'était un petit jeu moi-même que je faisais. Hein. Je me disais, je parle avec mes neveux pour essayer un peu de, je ne dis pas mesurer, hein, de voir comment ces jeunes gens-là d'aujourd'hui réfléchissent un peu. Et tout le temps, j'étais tout le temps dessus parce que je me disais, mais comment ça se fait qu'un universitaire ne parvient pas à bien réfléchir ou à être objectif? Et je faisais toujours les mêmes exercices. Et ce que je fais là, et je continue toujours de le faire, ne vous en faites pas, c'est vraiment dans ce pays, on a besoin, et je souligne le mot besoin, d'une renaissance intellectuelle. Parce que la majorité silencieuse de la multitude que nous sommes, la majorité est ployée sous les oppressions, les agressions de tout genre, à savoir la faim, la maladie, l'analphabétisme, le manque d'infrastructures de base, qu'on se le dise, l'eau, le courant. Et tout à l'heure, quand nous sommes venus ici, l'état des routes est complètement déplorable. Donc cette majorité-là, quelques-uns qui sont avec nous ici, on se bat pour arriver quelque part. Donc je dis non, avec les idées, parce que tout commence dans la tête. Si vous n'avez pas réfléchi, vous ne pourrez pas poser une action correcte pour qu'il y ait un certain avancement. Hein. Donc, ce que je remarque, je sens que beaucoup de nos jeunes sont comme hypnotisés. Certains sont là, bon, la vie est là, on la vit comme on peut. Mais la vie n'est pas ça, la vie ne doit pas être ça. La vie est là, c'est vrai, on la vit et on essaie de faire mieux de sa vie. Et de tous ceux qui sont là comme guides pour nous diriger, je crois que nous, en tant que population, moi la première, quand les choses marchent, oui bien, il faut dire que ça marche et puis on applaudit. Quand ça ne marche pas, il faut aussi le dire. Pourquoi on le dit? C'est pour qu'il y ait un changement dans le bien.
pour qu'il y ait un meilleur changement pour le plus grand bien commun de tous. Et moi, ici, parce que je vois quelques dames qui sont ici avec moi, moi, je les encourage, il faut venir avec Rarek, on va parler, on va discuter entre nous femmes, parce que parfois les problèmes des femmes sont typiquement féminins. Donc, je m'arrête là, mais Rarek fait de son mieux pour éveiller la conscience de la majorité silencieuse. Merci, madame. Conférence spéciale, et nous sommes heureux que la chaîne de télévision Antenne A a accepté notre invitation, a accepté de se déplacer pour venir ici organiser et permettre à la nation tout entière de nous suivre. Je remercie de manière très particulière mes collègues, les professeurs. Vous voyez ici que nous avons eu le privilège d'avoir deux philosophes qui nous ont fait comprendre comment la philosophie est une branche indispensable. Je vois qu'il y a aussi quelques philosophes parmi les participants. Nous avons un géographe pour remercier par contre tous. Je vous remercie, vous tous qui vous êtes dérangés malgré la pluie pour venir participer. Voilà. Un petit résumé de cette grande conférence que nous venons d'avoir, qui a duré, comme vous avez pu voir, plus de 2 heures. Nous étions au nombre de 5 panélistes, 4 professeurs d'université, 2 philosophes, un géographe et un juriste, ainsi que la seule femme du panel qui a un double titre parce qu'elle est aussi mon épouse, mon nom les caractérise. Nous avons parlé de dangers qui menacent l'unité nationale de notre pays et nous nous sommes posé la question de savoir si nous allons vers le naufrage de notre pays ou vers une envolée. Parce que les élections, c'est le seul moment que nous avons qui vient périodiquement. Tous les 5 ans, d'après la Constitution actuelle, nous, le peuple, qui sommes des détenteurs du pouvoir, nous sommes appelés aux urnes pour choisir le meilleur d'entre nous, pour nous guider vers un meilleur destin. La question essentielle que nous nous posons aujourd'hui est celle de savoir si, 1, les élections qui sont proclamées pour dans exactement 15 jours se tiendront, parce que, comme on entend de toutes parts, il y a des questionnements, il y a des doutes. Nous connaissons la réalité de notre pays, c'est un premier problème. Le deuxième problème, est-ce que, à l'issue de ces élections, le 20 décembre 2023, est-ce que nous aurons véritablement un nouveau gouvernement, un gouvernement que nous méritons? Parce que ce n'est un secret pour personne dans ce pays que notre pays va mal, qu'il va très mal. Et si donc au lendemain du 20 décembre 2023, nous avons un gouvernement quel qu'il soit, c'est le gouvernement que nous aurons mérité, parce que l'expression que j'ai utilisée et qui, j'espère, nous interpellera. Le bulletin de vote est une arme. C'est la seule arme dont nous disposons en tant que peuple pour confier notre pouvoir. Le pouvoir n'appartient à aucun politicien. Le pouvoir appartient au peuple. Le peuple, c'est qui? C'est moi, c'est toi, c'est lui, c'est elle, c'est vous, c'est nous tous. Et c'est cet électorat qui, le 20 décembre, va se prononcer pour élire
des nouveaux dirigeants. Mais il y a une problématique. Nous avons tous reconnu, en tout cas parmi les panélistes, qu'il y a un besoin urgent de redéfinir les bases de notre vivre en commun. Parce que l'élection, vous avez entendu, le professeur Ngomabinda se pose la question, et il a écrit dans ses nombreux ouvrages, si le mode électoral que nous avons est un mode électoral propice. Il a notamment dit que nous dépensons beaucoup d'argent, mais pour un résultat décevant. Alors, nous avons appelé au cours de cette conférence pour que nous tenions une assemblée constituante. Parce que 63 années d'indépendance ont fait de notre pays, le pays qui était la colonie la plus avancée de l'Afrique noire, se trouve aujourd'hui parmi les 11 pays les plus pauvres de la planète. C'est une contre-performance qui fait de chacun de nous, qui est pourtant individuellement une personne intelligente, une personne capable. Mais collectivement, nous sommes devenus la risée du monde. Et ça, c'est un défi que nous devons relever. Et le moment de relever, c'est ici, c'est maintenant. Concrètement, cela veut dire, c'est le 20 décembre 2023. Donc, mes très chers compatriotes, saisissons cette opportunité, saisissons cette occasion. Non pas pour nous opposer les uns contre les autres. Le professeur Makolo, ici présent, a fait une analyse très pertinente en disant que les ethnies que nous sommes, 450 selon les anthropologues, sont condamnées à vivre ensemble comme le peuple d'un seul pays. Nous, mon épouse et moi-même, nous avons le privilège de vivre aux États-Unis, un pays qui est aujourd'hui le microcosme de l'humanité, le microcosme de l'univers, parce qu'on trouve dans ce pays un échantillon de chaque pays qui existe sur la face de la Terre. Et quand on est aux États-Unis, on vit en harmonie. En 40 ans de vie aux États-Unis, nous n'avons jamais été interpellés, jamais, sur la route, sinon pour des infractions de dépassement de vitesse. Et quand cela arrive, le policier vient vers vous très poliment, très gentiment, et il vous dit, diminuez la vitesse, continuez. Voilà ce que nous voulons faire de notre pays. Il faut que ce pays continue, devienne le microcosme, pas seulement de l'Afrique, mais le microcosme du monde à la manière des États-Unis. Cela est possible, c'est le rêve congolais à la manière du rêve américain. Merci. Parfait.